Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir l'économiste bien connu Bruno Coleman. Bruno Coleman, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Je rappelle que vous avez un doctorat en économie appliquée. Vous avez également beaucoup enseigné, notamment à l'UC Louvain, à l'ULB, également à l'étranger. Et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur des questions économiques et financières. Et je peux ajouter aussi que depuis quelques années, vous dénoncez régulièrement les excès et même les échecs du capitalisme néolibéral, en particulier aux États-Unis, dont vous suivez de près les évolutions depuis 30 ans. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous partagez le fruit de vos observations dans un livre intitulé « Donald Trump, le spectre d'un fascisme numérique ». Un titre choc qui résume bien votre propos et qu'on va essayer de décrypter dans cette émission. Pour vous, Bruno Coleman, en résumé, il existe aujourd'hui une alliance d'un côté entre un projet politique autoritaire porté par Donald Trump et de l'autre côté un projet de domination numérique porté par les chefs d'entreprise technologiques. Ce que vous nous expliquez dans ce livre. Alors, une première question, Bruno Coleman. Peut-on dire effectivement que Donald Trump tente aujourd'hui d'installer une forme de régime autoritaire aux États-Unis ? Oui, c'est indéniable. Il faut se rappeler que l'esprit de la Constitution américaine, c'est que ce pays ne voulait ni monarchie, ni empire, et surtout pas de pouvoir héréditaire. Et c'est un pays qui avait voulu, et qui veut toujours d'ailleurs, travailler par ce qu'on appelle les check and balance, les pouvoirs et contre-pouvoirs. Donc Trump aujourd'hui est en train d'imposer un pouvoir autocratique. Il est en train de dissoudre tous les corps intermédiaires. Il est en train on va dire, de contourner le Congrès, notamment en matière fiscale, en matière militaire. Et donc s'impose là-bas un pouvoir qu'on peut qualifier de proto-fasciste, avec les attributs de l'homme fort, de l'imminence de la catastrophe, du passé revisité. Et donc, quand il dit Trump 2028 et 2032, ça veut dire que ce sera lui ou son fils qui continuerait à être président. Donc, en fait, c'est une rupture profonde avec l'histoire américaine et surtout l'esprit de la Constitution américaine. Je rappelle quand même que cette Constitution a été préalable à la Révolution française. Vous parlez justement de proto-fascisme à propos de Donald Trump et aussi de la domination numérique dont on va parler dans un instant. Qu'est-ce que vous entendez par proto-fascisme ? Mais ce sont des attributs du pouvoir de l'homme fort, le passé mythique, mais surtout la concentration verticale du pouvoir autour d'un homme. Et donc Trump est en train aujourd'hui d'imposer un ordre quasi militaire. On parle même parfois de tentation de loi martiale. Il est en train de réarmer les États-Unis, donc de reviriliser les États-Unis. Et en fait, il a déjà mis en œuvre une tentative de putsch en 2021, on s'en souvient, c'était le 6 janvier. Et donc ce qui se passe maintenant n'est jamais que le prolongement de ce qu'il avait commencé à lancer. Il considère qu'il a une mission quasi divine de se devoir sauver les États-Unis. Et il est conforté par des courants extrêmement conservateurs qui utilisent, au-delà de son aspect un peu erratique, ses convictions pour imposer un ordre nouveau aux États-Unis. Donc c'est un pays qui vit vraiment une mutation extrêmement profonde. Et le Trumpisme survivra bien sûr à Donald Trump. Ça va durer, à mon avis, au moins 20 ans de ce qu'on appelle les lumières sombres, le Dark Enlightenment, évidemment en opposition aux lumières qui ont animé nos pays à l'époque. Comment expliquer que Donald Trump ait pu être élu 2 fois, en 2017 et puis 2024, alors qu'il est lui-même un pur produit, au fond, du système qu'il entend dénoncer, donc à savoir un système qui aurait profité à une petite élite au détriment de la grande majorité de la population. Comment expliquer ce succès ? Il y a plusieurs choses, mais je pense que Donald Trump a compris que les Américains vivaient une peur du déclassement. Ils ont été à la base de la mondialisation globalisée, c'est-à-dire du multilatéralisme qui a permis aux États-Unis d'importer des biens à coût réduit du reste du monde. Et en fait, il a transformé cette réalité économique en rancœur contre des pays qui auraient aspiré la richesse des États-Unis vers ce reste du monde, ce qui est en fait faux. Et d'autre part, il représente pour les Américains ce que les Américains espèrent être ou ne sont plus. C'est-à-dire des hommes qui, par leur force de travail, leur intelligence, réussissent. Donc il polarise en fait les côtés sombres et envieux des Américains qui s'alignent devant lui. Et quelque part, cette espèce de virilité qui est déployée par lui, en fait, parle beaucoup aux personnes qui se sentent les oubliés de cette mondialisation. D'ailleurs, c'est très frappant de voir que ces électeurs ne sont pas issus de la côte Est ou Ouest,
West, qui sont plutôt des côtes cosmopolites et ouvertes au monde, mais du centre des États-Unis, notamment la Pennsylvanie, l'Ohio, ce qu'on appelle le Midwest, c'est-à-dire des régions qui vraiment ont subi plusieurs chocs économiques, dont une désindustrialisation il y a à peu près 35-40 ans. Vous expliquez aussi, Bruno Coleman, dans votre livre, qu'au fond, Donald Trump est à la fois le symptôme de fractures socio-économiques, culturelles profondes, mais aussi une conséquence et une cause. Il amplifie lui-même cette profonde division, cette profonde fracture aux États-Unis. Oui, les Américains sont un peuple intranquille. Et ma grand-mère était américaine, donc je peux en parler de manière un peu plus personnelle. Et c'est un pays qui est un pays de colons. D'ailleurs, peu de gens le savent, mais les 13 bandes qu'il y a sur le drapeau américain représentent les 13 colonies qui ont signé ce qu'on appelle la Déclaration d'indépendance en 1776. C'est un pays qui a dû se battre contre la nature, qui a exterminé les Amérindiens, qui a utilisé l'esclavage. Mais c'est un pays qui est tout à fait intranquille. C'est un pays au bord de la crise de nerfs en permanence, parce que chacun est contre chacun dans une lutte économique ou une lutte pour la prospérité. Et en fait, ce que les Américains font, c'est que quand il y a un malaise sociétal aux États-Unis qu'il est impossible de résoudre de manière pacifique, ils lancent des guerres à l'étranger en désignant l'ennemi, c'est l'axe du mal, en personnifiant même l'ennemi, c'est Saddam Hussein, c'est Osama Ben Laden, c'est les Viet Cong, pour en fait aligner les Américains sur une cause belliqueuse qui leur permet de s'aligner derrière le président. Et ce que Donald Trump est en train de faire aujourd'hui, c'est qu'il réinternalise cette violence qui était auparavant expulsée vers le reste du monde. Et en fait, il crée, en tout cas, il suscite des ferments de dissensions civiles, je ne parle pas de guerre civile, c'est-à-dire de grands malaise sociétal, avec le risque à un moment que ce soit tout Américain contre tout Américain. Et donc cette violence est en train d'augmenter. On n'en parle pas beaucoup en Europe, mais il y a des manifestations tous les jours aux États-Unis contre Donald Trump, parce qu'ils ne veulent pas de king, de roi de nouveau. Mais donc c'est un mouvement trumpiste qui est extrêmement puissant, et certainement beaucoup plus puissant que les personnes qui s'y opposent maintenant. Et tout ça avec l'aide des entreprises technologiques qui sont animées par quelques esprits éclairés qui veulent vraiment, véritablement, je pèse mes mots, une transformation anthropologique de l'humanité, partant de l'idée que le monde tel qu'il est maintenant est un monde de débris au sein duquel les humains sont ou des usances ou des nuisances, et que les machines qu'ils développent vont pouvoir permettre de formuler des choix optimaux que les humains jamais ne seraient capables de concevoir ni mettre en œuvre. Et justement, vous dites que ces grandes entreprises technologiques, on les connaît, bien sûr, c'est Elon Musk, c'est à travers X, c'est aussi Jeff Bezos, par exemple, qui est Amazon. Donc, ils développent une sorte aussi de dictature numérique. Vous parlez de ce danger-là. Comment concrètement s'exercent ces dictatures? Vous dites qu'ils veulent profondément même transformer l'être humain. Comment s'y prennent-ils concrètement? Mais il y a deux niveaux. Il y a d'abord le fait qu'ils tentent de nous faire perdre ce que j'appelle notre identité cognitive, en nous encapsulant dans des bulles d'information, que ce soit par les réseaux sociaux ou par des plateformes commerciales. En fait, ces grandes plateformes, ces grands opérateurs nous connaissent quasiment mieux que nous, peuvent anticiper et donc manipuler nos désirs. Ça, c'est une chose. Et puis, d'autre part, l'intelligence artificielle donne évidemment une nouvelle amplitude à cette réalité qui était déjà connue, puisqu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet de formuler une optimalité rationnelle, selon eux, dans les choix qui peuvent piloter les humains. Et donc, un jour, bientôt, peut-être déjà maintenant, il y a le risque que nous nous abandonnions à la paresse de l'intelligence artificielle et que nous perdions encore plus cette intégrité cognitive au profit de la machine. Et on n'est qu'au début de cette évolution, donc ça va demander beaucoup d'efforts personnels, de caractère, d'intuition, d'érudition, de culture générale pour être capable d'aborder à hauteur d'homme cette réalité qui commence à s'imposer. On peut dire qu'il y a une sorte d'alliance objective entre le projet politique de Donald Trump et ce projet de domination numérique. Les uns servent les autres, et notamment à travers une désinformation qui est de plus en plus massive, notamment à travers les réseaux sociaux, justement. Oui, et c'est très important de rappeler que les États-Unis sont un peuple jeune et que les Américains sont amnésiques de leur passé. En fait, l'ancêtre commun de tous les Américains,
c'est George Washington. La figure du président est tutélaire, elle est extrêmement importante. Et quand on demande à un Américain d'où il vient, et notre question subodore le fait de savoir quelles sont ses origines ancestrales, l'Américain ne peut pas répondre, ne veut pas répondre. Il est américain, et parce qu'il est américain, ça c'est une réponse qui se suffit à lui-même. Et donc pour l'Américain, il y a une sorte d'amnésie permanente. Le passé disparaît en permanence. Et donc Trump est justement en train de recréer un passé mythique vers lequel les États-Unis doivent tendre. Et le futur, de manière inductive, de manière empirique, se présentera le lendemain. Et donc il n'y a pas à imaginer ce qui va se passer demain. Et dans cette réalité d'amnésie, où en fait seul le temps contemporain compte, on peut bien sûr manipuler plus facilement les personnes, les encapsuler dans des bulles d'information qui en fait reconstruisent un passé, reconstruisent un présent, manipulent un futur, parce que la vulnérabilité d'abord des Américains, mais bientôt chez nous aussi, est plus grande, sachant que leur tracé historique est quasiment disparu. Quand on va aux États-Unis, il n'y a pas de traces de l'histoire. Oui, il y a quelques monuments, il y a à Philadelphie, la cloche de la liberté, il y a peu de choses. Il y a quelques réminiscences de la guerre de sécession, mais c'est plutôt culturel et humoristique, folklorique. Et donc, il n'y a pas cette trame historique, cette trame des luttes historiques qui prévaut parce qu'il n'y en a pas eu. Et donc, l'amnésie est entretenue et permet de reconstruire le passé, ce qui est le propre, en fait, d'un pouvoir fasciste, de retrouver les temps glorieux d'antan. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on observe aussi un peu le même phénomène chez nous en Europe? Pourtant, il y a le souvenir encore assez vivant de la Deuxième Guerre mondiale. Pourtant, la désinformation, ce recours mythique à un passé idéal existe chez nous aussi et a des effets concrets sur les personnes et sur la façon, enfin aussi a des conséquences concrètes au niveau social et politique. Oui, c'est moins prégnant dans nos pays parce que justement le passé est présent partout. On voit les traces du passé, on voit 2 millénaires d'histoire qui nous entourent. Mais il est vrai que le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale est en train de disparaître et que le sentiment d'incapacité des pouvoirs publics à résoudre les problèmes de bien-être de la population l'a conduit à adopter des solutions simplistes et à appeler des personnages qui alimentent le populisme. Et on voit dans certains pays que ça a des émergences importantes, comme en Hongrie par exemple, en Pologne, en Tchéquie et en Slovaquie. Et le danger, bien sûr, serait qu'à un moment, ce populisme qui ne serait pas une homothétie de ce que Trump est en train de créer, mais en tout cas une copie, puisse conduire à ce que à la fin de la décennie, on ait un pouvoir autoritaire en France et peut-être en Allemagne. Donc des choses se passent et sont extrêmement importantes. Et tout ça relève de la même trame, c'est-à-dire une sorte de désespoir qui découle de l'individualisme qui lui-même... on va dire, alimenté par ces bulles informationnelles et cette simplification du discours politique. Donc on vit des temps qui sont extrêmement dangereux et finalement les personnes qui aujourd'hui sont les philosophes d'antan, les consciences des temps passés, sont en train d'être écartées au profit des ressentis immédiats. C'est ça le danger finalement des réseaux sociaux, c'est que la perception, on va dire, instantanée d'un événement est plus importante que la somme de tous les savoirs qui ont pu être construits. Ça rappelle les autodafés de Goebbels en 1935 en Allemagne. Est-ce que vous diriez, Bruno Coleman, que nos démocraties en Europe sont aussi en danger? Nos démocraties parlementaires sont en grand danger. Et je pense que la démocratie participative, qui a des atouts néanmoins, va commencer à s'imposer, mais le risque, c'est qu'elle soit elle-même dépassée par un populisme, c'est-à-dire la concentration d'un pouvoir simpliste dans les voix de quelques personnes qui vont agiter, qui vont animer la population. Et donc, ça suppose en fait finalement que les pouvoirs politiques, pour contrer cette évolution, soient capables de formuler un projet de société. Or, ce projet de société n'est pas formulé. On le voit d'ailleurs en Belgique. Si on demande à quelqu'un quel est le projet de société, il n'y a aucune réponse. On parle de budget, on parle de chiffres, de chômage, de maladies de longue durée, mais il n'y a rien qui est en fait la projection de la Belgique dans son futur. On va fêter dans 5 ans le bicentenaire de la Belgique. Mais qu'est-ce qu'on va fêter finalement, à part le fait qu'on soit ensemble, plus ou moins ensemble depuis 2 siècles? Pas grand-chose. Il n'y a pas de cause commune autour desquelles on peut aligner la population. Oui, donc la démocratie est en danger. Et ce qui est très étonnant, c'est que les personnes plus jeunes sont demandeuses d'avoir un pouvoir plus autoritaire, sans doute par la paresse de rentrer dans un débat politique compliqué ou par la résignation devant un pouvoir politique qui n'est pas capable de les écouter. Qu'est-ce qu'en tant que citoyen, on peut faire pour lutter contre cette tendance-là?
Oui, il faut absolument, c'est très important ce que vous dites, il faut absolument, en tant que citoyen, avoir le courage d'abord d'alimenter son intelligence, son érudition, sa culture générale, ce que Bergson appelait l'intuition éduquée. Et donc, il faut être, à titre personnel, des vecteurs de sagesse, des vecteurs de sens critique et diffuser cet apprentissage personnel qu'on alimente autour de nous, que ce soit de manière privée ou de manière un peu plus publique, parce qu'on ne peut pas se laisser déposséder de ce sens critique au profit de personnes qui vont simplifier le langage, en tout cas la formulation des solutions qui seront bien sûr des solutions d'échec collectif, en tout cas de perte de solidarité. Donc c'est extrêmement important, plus aujourd'hui que jamais, de développer cette culture générale citoyenne. Alors je reviens un instant aux États-Unis. L'aspect religieux un petit peu de l'avènement de Trump est aussi très important. On sait que le christianisme est autrement présent à la société américaine que chez nous. On est frappé notamment par le soutien que les églises évangéliques ont apporté à Donald Trump. Ils représentent environ 25% de la population américaine. 80% d'entre eux ont voté pour Trump. Comment comprendre ce soutien des évangéliques américains à Donald Trump ? Tout d'abord en se rappelant que la référence civile à la divinité est partout aux États-Unis. Elle est dans la prestation de serment d'un président qui prête serment sur la Bible de Lincoln. Son serment lui-même fait référence à Dieu. Dieu est dans la monnaie, puisque In God We Trust est inscrit depuis 1957 de manière obligatoire sur les billets de banque américains. Et donc, il faut aussi se rappeler que les États-Unis ont été fondés par des protestants et par des francs-maçons déistes. Donc la référence religieuse est partout. Et l'important aux États-Unis, c'est de faire partie d'une église. Donc quelqu'un qui est tout à fait athée est vu de manière un peu étrange. Les temples maçonniques, par exemple, ont, contrairement à chez nous, pignon sur rue. Donc on doit appartenir à une communauté. Et la communauté religieuse, c'est plus que l'église. C'est une référence morale, c'est aussi des églises, c'est aussi des façons de se rencontrer, de créer des familles. Et effectivement, les courants évangélistes qui sont essentiellement situés dans le sud des États-Unis sont très, très, très conservateurs, ont promu la présidence de Trump, et même le mouvement baptiste qui est dominant aux États-Unis, qui est en fait la religion plutôt des personnes de couleur et des personnes de la classe moyenne, a voté pour Trump. Donc il n'y a pas de corde de rappel moral, il y a justement au contraire une alimentation du courant conservateur par ces évangélistes qui ne sont véritablement pas des prêtres, ce ne sont pas des pasteurs, ce sont des animateurs de conférences. Qui espère voir en Trump rétablir une société conservatrice avec des valeurs chrétiennes. On le voit dans l'interdiction de l'avortement et autres. Est-ce que l'Église catholique aussi est plutôt trumpiste aux États-Unis ou peut incarner plutôt une forme de résistance? On sait, le pape Léon XIV, qui est lui-même américain, il a pu s'opposer au vice-président Vance, même avant son élection. Il a rappelé au début de son pontificat aussi que seuls les peuples informés pouvaient faire des choix libres. Bref, est-ce que vous pensez qu'aux États-Unis, l'Église catholique peut incarner une forme de résistance à ce projet trumpiste ? Potentiellement, mais d'abord je vais répondre à la première partie de votre question. Il y a dans l'esprit de Donald Trump, mais du courant évangéliste, une tendance eugéniste. C'est incontestable. D'ailleurs, il n'y a aucune personne de couleur auprès de Trump. Il y a cette idée que finalement le quotient intellectuel moyen des personnes doit être augmenté. Il y a aussi toute cette idée de polluer les gènes des bons Américains par les migrants qui sont assimilés à des violeurs, tout en autorisant pas l'avortement, ce qui veut dire qu'on met les femmes américaines qui seraient concernées dans un choix qui est plus que cornélien, qui est impossible à résoudre. Donc c'est extrêmement compliqué. Le projet va beaucoup plus loin que simplement un projet moral ou un projet pastoral. Il y a un projet qui est, je pense, eugéniste. Alors l'Église catholique américaine n'est pas dominante. On sait qu'il n'y a pas eu beaucoup de présidents catholiques. Biden était catholique, John Kennedy bien sûr l'était, et puis aujourd'hui J.D. Vance est catholique, récemment converti. Mais l'Église catholique a aussi vécu ses propres tourments parce qu'elle a été à un moment extrêmement rigide, très à droite, un peu trumpisée lors du premier mandat de Trump. Il est à
croire néanmoins qu'avec la nomination de Léon XIV, il y ait une autre perception évangélique des États-Unis et que Léon XIV, à un moment, puisse, de manière peut-être plus libérée et peut-être plus large, exprimer quel est le projet de société qu'il aurait pu souhaiter pour les États-Unis. C'est un homme qui vient de Chicago, ce qui est une ville cosmopolite, et qui était le courant de multiples flux de personnes, notamment issues d'immigration afro-américaine ou de l'esclavagisme. Et donc c'est une personne qui est très bien placée pour comprendre le centre des États-Unis. Il faut se rappeler que Chicago est dans le Midwest, hein, donc c'est cette partie des États-Unis qu'on appelle le flyover, c'est-à-dire qu'on survole sans s'y arrêter. Et c'est de là d'ailleurs que ma grand-mère était issue. Donc c'est la bonne personne au bon moment, mais je ne crois pas que de manière frontale, l'Église catholique sera capable de s'opposer à un projet tel que celui de Donald Trump. Alors vous parlez d'eugénisme, hein, qui fait partie de ce projet. On peut dire qu'il y a aussi une forme de racisme, de suprémacisme blanc. Et en fait, ce projet trouve aussi un écho du côté des technologies, l'intelligence artificielle, du transhumanisme. Donc on pourrait dire que là aussi, il y a une alliance qui se fait. Mais tout à fait. Donc je pense que les États-Unis sont un pays qui est resté extrêmement raciste, avec la mauvaise conscience d'avoir utilisé des esclaves africains et la moins mauvaise conscience d'avoir éliminé les Amérindiens au motif qu'il fallait absolument occuper le territoire et donc perpétuer l'ordre blanc, protestant de préférence. Mais effectivement, il y a un alignement moral des personnes qui contrôle ce qu'on appelle la technologie avec ce projet eugéniste. Parce qu'il y a les patrons des entreprises technologiques, mais il y a quelques personnalités très singulières, hein, comme Peter Thiel, comme Irving Curtis, qui sont des personnes qui ont pignon sur rue et qui, eux, parlent même de l'antéchrist. C'est-à-dire qu'en fait, ils partent de l'idée qu'un grand bouleversement doit arriver, que c'est la fin d'un certain monde et que ce monde, ce sera un démiurge technologique qui va pouvoir en tirer la synthèse. Et il faut vraiment lire avec beaucoup d'attention et longuement et patiemment ce que ces gens écrivent, parce qu'ils influencent tout le courant de la technologie. Les patrons de la technologie, originellement, étaient plutôt démocrates. D'ailleurs, quand Internet a été développé, c'était avec l'idée de faire une immense agora qui permettait de développer, de déployer la liberté d'expression. Aujourd'hui, ce projet devient politique et devient républicain. Et il y a eu vraiment une scène extraordinaire il y a quelques semaines. On a vu Donald Trump qui avait invité à déjeuner ou à dîner, je ne sais plus, les patrons de la technologie dans une scène qui était proche de la dernière scène, d'ailleurs. Une dernière question, Bruno Coleman. Est-ce que malgré ces bouleversements, malgré ce projet, vous avez quand même l'espoir que les États-Unis et peut-être à sa suite l'Union européenne ne basculent pas totalement dans cette dictature à la fois numérique et un peu néoconservatrice ? On rentre dans un monde qui est extrêmement compliqué. Un monde compliqué où chacun devient un atome. Chacun est isolé, c'est très compliqué. Et donc, moi, mon espoir réside dans l'effort intellectuel, l'effort d'expertise, d'érudition que chacun d'entre nous doit mettre en œuvre. Donc, chaque jour sera un combat pour ne pas se laisser à la paresse des réseaux sociaux. Et vous savez, il y a une phrase qui m'anime à titre personnel. Elle émane de François Mauriac, qui est mon écrivain préféré et qui a, je crois, même façonné ma plume. Il avait dit « Une vie ne vaut que ce que leur a coûté d'efforts ». Je pense qu'il y a beaucoup de bon sens dans cette phrase. Donc, on doit tous les jours se battre contre soi-même, contre cette paresse, et devenir des vecteurs de sagesse, et surtout déployer une culture générale qui permet de montrer qu'au-delà de la mécanisation de l'information, il y a des valeurs humaines, des valeurs, on va dire, humanistes qu'on doit pouvoir être capable de transmettre et déployer. Une question quand même subsidiaire. Les jeunes sont particulièrement présents sur les réseaux sociaux, TikTok et autres, mais pas seulement. Comment faire pour éduquer la jeunesse justement à cet esprit critique, les éveiller à la fois leur histoire et avoir un projet véritablement pour l'avenir? C'est le rôle des parents, mais c'est surtout le rôle des professeurs. Et je pense que beaucoup de professeurs se retrouveront dans ce que je viens de dire. Les professeurs sont là pour développer l'esprit critique, pour déployer la créativité. Et je crois qu'on sous-estime l'importance du corps professoral. C'est là que se trouve le ferment du transfert de connaissances. Et dans ce monde d'intelligence artificielle où la paresse de délégation à la machine sera certainement très séduisante, c'est aux professeurs à être
on va dire, des piliers, des vecteurs, des javelots de sens critique, du déploiement de la connaissance. Et ça, j'y crois énormément. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai consacré à peu près 35 ans de ma vie, à côté de mes activités professionnelles, à l'enseignement et à l'écriture, parce que je pense que c'est fondamental. Et chaque professeur laisse quelques graines d'intelligence, de sens critique aux étudiants. Tous nous avons été influencés par des professeurs de primaire, d'humanité ou universitaire. Et donc, il faut que chacun soit, dans l'enseignement ou à titre personnel, dans les cercles qu'on côtoie, des professeurs de sagesse. Raison pour laquelle aussi il ne faut surtout pas désinvestir dans l'enseignement, mais pas non plus dans la culture. Bien sûr que non. Et donc, vous savez, quand on avait demandé, quand quelqu'un avait proposé à Churchill de faire des coupes dans la culture au début de la Seconde Guerre mondiale, Churchill avait répondu, mais si on annule les budgets à la culture, pourquoi est-ce qu'on se bat ? Donc on se bat effectivement pour garder une culture. Il faut faire très attention parce que le contexte politique actuel tend à considérer que la culture ne sert à rien du tout. D'ailleurs, un président de parti francophone avait dit qu'il ne faut plus le ministère de la Culture, tout ça ne sert à rien. C'est extrêmement grave parce que ça veut dire que sans culture, sans histoire, sans avoir, je veux dire, une carte historique et géographique des événements, on est incapable de développer un sens critique. Et le risque, c'est qu'à un moment, le narratif se substitue aux bases stabilisées qu'une érudition partagée, construite par soi-même, autodidacte ou pas, soit capable de construire. Donc, il faut absolument, et plus que jamais, développer l'enseignement, développer la culture. Sinon, dans 20 ou 30 ans, on aura des humains qui seront des mobiles, qui seront soumis aux fluences des réseaux sociaux, c'est-à-dire des personnes qui n'auront plus aucune conscience politique. Bruno Coleman, un tout grand merci de nous avoir éclairé aujourd'hui sur la situation américaine, mais également sur les dangers qui menacent nos démocraties ici dans l'Union européenne. Je rappelle le titre de votre livre, Donald Trump, le spectre d'un fascisme numérique. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Si vous souhaitez revoir cette émission, eh bien, rendez-vous comme d'habitude sur la plateforme Ovio ou sur le site catobel.be. Merci de votre fidélité et à très bientôt.